Merci de m'avoir invité à m'exprimer devant vous pour vous parler de la situation en Suède. Tous ceux qui suivent la gestion des déchets ont bien compris que la Suède a travaillé très longtemps sur un concept qui a été couronné de succès pendant longtemps, mais ces dernières années, lors de la révision de l'application du stockage en couche géologique, des choses qui n'étaient pas prévues se sont produites et c'est ce qu'on a appelé le blocage. Alors revenons à la première diapositive. Alors, je me présente, je suis Johan Swan et je travaille pour une organisation, NKG. Cela fait maintenant 15 ans que je travaille sur ces questions au sein de l'organisation MKG, donc sur la question des déchets nucléaires, et j'ai été impliquée dans tout le processus. Je suis ingénieur, j'ai étudié la physique, j'ai donc pu suivre aussi les détails techniques de ces dossiers. Des questions de corrosion, par exemple. C'est une question très technique. Je travaille également pour Nuclear Transparency Watch, qui est une organisation européenne qui travaille sur les questions de transparence dans le domaine du nucléaire, de la sécurité nucléaire. Si vous travaillez pour un eurodéputé ici au sein du Parlement européen, eh bien, sachez que notre organisation souhaiterait pouvoir rentrer en contact avec vous. Je suis en contact avec Michel et avec d'autres depuis un certain temps déjà. Diapositive suivante. Alors, les plans industriels suédois, c'est l'industrie en Suède qui est responsable du stockage et de la gestion des déchets, non pas le gouvernement, comme c'est le cas en France. Pour l'instant, il y a un processus en cours d'agrément pour ces stockages, désormais au niveau du gouvernement. Alors, il y a un problème potentiel qui concerne l'intégrité à long terme des fûts en cuivre. Bien évidemment, il y a bien d'autres aspects concernant la sûreté qu'on pourrait aborder. Il a été décidé par le tribunal suédois pour l'environnement. Les décisions ont été prises par ce tribunal ainsi que par le gouvernement. Le gouvernement a formulé des recommandations. La Cour nous dit que la question de la corrosion est tellement sérieuse qu'elle doit être l'objet d'une étude plus approfondie. Voici la méthode KBS qui a été mise en place à la fin des années 70. L'idée, c'est d'utiliser une couche de granit. Nous n'avons que du granit en Suède. Donc, on creuse des galeries dans ce granit et le combustible est placé dans des fûts qui sont normalement protégés par l'argile qui est autour. Ces barrières de cuivre et d'argile doivent être imperméables pendant 1 million d'années au moins, supposément. Et il y a toujours de l'eau souterraine dans ce granit. Et donc, c'est là un défi. Bon, peut-être que le changement climatique aura aussi un impact. Ce concept a été élaboré il y a déjà un certain temps. Donc, on n'avait pas pris en compte cet aspect-là. Alors, le site qui a été choisi, c'est le site de Forsmark, au nord de Stockholm. Le processus de sélection du site a été assez long, alors ça pourrait faire l'objet d'un discours en soi, mais en 2009, l'industrie a choisi Forsmark, et 2 ans plus tard,
donc ça fera bientôt 9 ans, l'industrie a introduit une proposition qui a été soumise à différentes autorités suédoises, notamment la Cour chargée des questions environnementales. Il y a un texte qui concerne tous les aspects environnementaux et puis il y a un texte juridique qui concerne plus précisément les activités nucléaires. L'examen du dossier a tardé jusque l'été 2017. De nombreux aspects ont été couverts. L'organisation pour laquelle je travaille, MKG, a été impliquée dans ce processus. D'autres acteurs aussi ont été impliqués, notamment les habitants de la région. Et en Suède, toute personne intéressée peut s'impliquer et participer. C'est ce que permet la loi environnementale en Suède. Voilà le dossier de candidature. Voilà, sur l'étagère dans mon bureau, ce sont toutes des informations supplémentaires apportées par l'industrie. Et en dessous, on retrouve tous les rapports joints à cette candidature. Donc évidemment, cet examen demande énormément de temps. C'est un processus très long. Voici maintenant les lettres rédigées par mon organisation entre 2012 et 2017. À l'automne 2017, un événement important s'est produit. C'était la principale réunion tenue par la Cour chargée des questions environnementales pendant plusieurs semaines à Stockholm et à Forsmark, mais également à Oshkosh-Mank, où une autre centrale est prévue. Le régulateur a estimé qu'on pouvait se pencher sur la question du cuivre ultérieurement, parce qu'il y a une autre législation qui permet de réexaminer la question à plusieurs reprises, alors que la Cour ne peut se pencher sur la question qu'une seule fois. Mais ce qui est important ici, c'est que la Cour en question a mis en doute cette affirmation, car on retrouve les mêmes critères dans cette législation que dans la législation environnementale. Donc il faut démontrer que c'est sûr immédiatement, donc devant la Cour. Des scientifiques éminents de l'Institut de technologie se sont présentés et ont pu questionner l'entreprise. On a prévu des journées supplémentaires pour que la Cour puisse se pencher sur ces questions. Au cours de la procédure, plusieurs informations ont fuité dans la presse. Et ces informations montrent que les experts corrosion étaient contre l'idée d'avancer sur le projet. Donc ces experts corrosion étaient opposés à l'idée de donner un feu vert. Il y avait des scénarios également qui montraient que le régulateur était conscient de problèmes d'intégrité de ces fûts de cuivre qui pourraient entraîner des niveaux de radiation qui dépasseraient la limite établie par le régulateur. Voilà donc une photo de cette réunion. Vous voyez ici notre équipe sur la photo en bas de l'écran. Voici une partie de la documentation qu'on a pu retrouver dans la presse, une photo d'un article. Je reviens maintenant
le 23 janvier 2018 avec la recommandation de la Cour, recommandation de dire non. Tout d'abord parce qu'il y a des incertitudes par rapport à la sécurité à long terme, étant donné les problèmes d'intégrité des fûts en cuivre, et cette question doit être résolue avant que le gouvernement ne puisse prendre une décision. À la même date, le régulateur a dit au gouvernement que tout était OK et que les problèmes de corrosion pourraient être résolus ultérieurement. Et donc que le gouvernement devrait donner son feu vert. Mais la décision de la Cour a pris de nombreux Suédois par surprise. Bon, évidemment, pas tout le monde, parce que si vous vous adressez, par exemple, à des juristes dans le domaine environnemental, eh bien, ils vous diront que ces débats sur ces questions si importantes lors des réunions de la Cour, eh bien, ça montre que tout cela a été pris très au sérieux par la Cour, et c'était donc prévisible, cette recommandation de la Cour. Mais c'est un processus, quoi qu'il en soit, assez intéressant, qui nous montre comment ce système de participation au processus décisionnel a été conçu. Et dans quelle mesure il a fonctionné. Car en effet, lorsqu'un problème se pose, on peut encore en débattre et en discuter. Alors quel est le problème avec le cuivre? Alors très brièvement, parce que c'est très complexe. Lorsqu'on utilise du cuivre et qu'on le met sous terre, il n'y a pas d'oxygène sous terre. Et donc, ce n'est pas lorsque vous avez du cuivre sur votre toit, par exemple, qui devient vert, noir. Et il met beaucoup de temps à se décomposer. Mais sous terre, ça aurait dû être un peu comme l'or, par exemple. On dit le cuivre, c'est un peu comme l'or quand on le met sous terre. Mais le problème, c'est que ce cuivre réagit avec l'eau. Et vous savez que dans l'eau, il y a de l'oxygène et de l'hydrogène. Et donc, il y a une corrosion, comme avec l'acier. Alors, on ne connaît pas encore très bien le fonctionnement de ce processus. On comprend de mieux en mieux ce processus d'un point de vue théorique. Mais si vous avez le cuivre à la surface, il peut être l'objet de la corrosion. Mais c'est un processus qu'on ne connaît pas encore très bien. Du coup, les fûts sont beaucoup plus fragiles. Dans le combustible irradié, il y a beaucoup d'activités et ça aura un impact à la surface. Dans combien de temps, évidemment, c'est difficile à dire, ça dépend de l'ensemble des barrières. Alors, à gauche, vous avez plusieurs photos qui sont intéressantes. Vient d'une étude FEBEX, une étude suisse, réalisée il y a 8 ans, avec différents plaques de cuivre utilisées en Suisse avec de l'acier et de l'argile. Au début sans oxygène. Et grâce à la nouvelle expérience, on voit que l'oxygène est consommé, se consume en quelques mois uniquement. Il y a des trous très profonds que l'on constate, que l'on peut observer dans le cuivre. Et c'est pourquoi, de mon point de vue, cette expérience montre bien qu'il y a là un problème majeur. Alors on pourrait revenir sur les nombreuses expériences qui ont été réalisées en laboratoire avec des qualités différentes, mais celle-ci nous indique clairement qu'il y a un problème majeur. Alors, je termine. L'examen par le gouvernement est en cours. L'industrie a soumis des informations complémentaires le 4 avril de l'année dernière, donc en 2019.
Des commentaires ont été envoyés par différents acteurs à l'automne 2019. Le régulateur estime que le stockage, les infrastructures de stockage sont saves, mais le Conseil suédois pour les déchets nucléaires estime qu'il y a un problème avec ce cuivre. Et c'est important. Ça veut dire qu'il y a des acteurs supplémentaires qui émettent des doutes par rapport à l'utilisation du cuivre. Nous avons fait des déclarations forte disant que le cuivre ne devrait pas être utilisé pour les fûts. Les chercheurs de la KTH, l'Université de Stockholm, poursuivent leurs recherches. Et donc, plusieurs chercheurs fournissent des informations complémentaires au gouvernement. On ne sait pas très bien s'il y aura un nouveau créneau pour envoyer des remarques et des commentaires. Alors, qu'est-ce qui est nouveau? Cet automne, il y a eu une expérience en Suède, le projet LOT. C'est une expérience sur le cuivre et l'argile. Voilà, quelques photos. C'est donc du cuivre et de l'argile. C'est donc une sorte de miniature d'un fût. C'est une expérience qui remonte à il y a 20 ans. On a sorti un de ces fûts après 5 ans. Et il est clair que l'industrie se rend compte qu'il y a un problème. Car on a constaté beaucoup plus de corrosion que ce à quoi on s'attendait. Alors ils nous disent que c'est parce qu'il y a de l'oxygène qui est rentré dans le système. Alors nous, on a demandé à sortir un nouveau colis, et ça fait longtemps qu'on le demande, parce que nous pensons qu'il faudrait, après 10 ans, on aurait dû en sortir un nouveau. Ça fait 20 ans maintenant, donc on aurait dû en sortir pour pouvoir faire une comparaison. Et cet automne, par chance, j'étais à une réunion avec les chercheurs, les régulateurs, parce qu'on en parle beaucoup au niveau ministériel. Et j'ai demandé aux représentants quand est-ce qu'ils allaient sortir un nouveau colis. Et ils ont dit qu'ils en avaient déjà sorti un. Mais ça nous a semblé très étrange parce que personne n'en a jamais parlé, ça n'apparaît nulle part dans les articles, dans la recherche. Donc désormais, nous avons 2 colis disponibles qu'on pourrait analyser, observer, qu'on peut comparer. On pourrait faire des comparaisons avec l'expérience suisse également. En examinant ces colis, on pourrait savoir si le cuivre est un matériau approprié ou pas. Et nous voulons que le gouvernement et le régulateur exigent les résultats de ces expériences et que cela fasse partie du processus de révision. Donc on y travaille. On peut revenir en arrière. Ah non, pardon, c'est bon. On passe à la diapositive suivante. Voilà. Le gouvernement doit maintenant prendre une décision au titre de l'acte législatif environnemental. Donc il peut dire oui, il peut dire non, mais il peut aussi, le gouvernement, renvoyer la question à la Cour. Car la Cour dispose des ressources et est compétente pour demander, par exemple, que l'on rende public les résultats des expériences. C'est plus difficile pour le gouvernement de le faire de manière officielle. La Cour, par contre, elle est compétente. Nous ne savons pas exactement ce qui se passe et les habitants de Stomar pourraient également opposer leur veto à la décision du gouvernement. Un référendum consultatif pourrait être organisé également au niveau local.
Voici notre ministre de l'Environnement. Il me semble qu'elle était présente au Parlement. Elle s'occupait des questions de pêche, me semble-t-il. Désormais, elle est ministre de l'Environnement, donc elle a de nombreuses responsabilités. C'est un gouvernement socio-démocrate avec une coalition pour les questions budgétaires avec un parti centriste et un parti libéral. Il souhaite que ce ne soit pas une décision politique, mais plutôt une solution qui se base sur les faits probants, sur la science, sur ce que dit la science. Évidemment, il y aura encore bien d'autres décisions à prendre. Ça prendra probablement 3 à 4 ans avant que la construction ne puisse commencer si tous les feux sont ouverts. Voilà, j'arrive à la fin de ma présentation. Merci.